Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, sur cette vidéo, on va parler un petit peu de la couche transport, la couche du modèle OSI ou bien la couche modèle OSI, on va parler de la couche transport. Alors, sur ce module, on va voir les points suivants. Donc, on va parler un petit peu du transport des données. Hein. On va expliquer un petit peu le transport des données entre les différentes couches, comment ça se passe. Surtout, on va mettre l'accent sur la partie de la couche TC, plutôt la couche transport. Et puis ici, on va voir par la suite les protocoles de la couche transport. On va voir un aperçu sur le protocole TCP, puis un aperçu sur le fonctionnement du protocole UDP. On va parler des numéros de port, hein, à quoi servent les numéros de port. Ensuite, on va voir le processus de communication TCP et le contrôle de flux, de fiabilité, contrôle de flux et fiabilité dans le protocole TCP. Et vers la fin, on va voir les communications UDP, comment ça se passe. Alors, pour le transport de données. Alors, généralement, le transport de données, surtout au niveau de la couche transport, on peut le voir sur deux niveaux. Le niveau vertical et le niveau horizontal. Donc, niveau horizontal, comme ça, dans ce sens, et le niveau vertical. Donc, la couche transport, elle permet d'assurer la connexion ou bien la communication logique, une communication logique entre les applications de deux équipements distants. Alors, les deux équipements, quand ils vont communiquer, alors principalement, le niveau supérieur, ce sont deux applications qui sont en train de communiquer. Alors, cette communication logique, elle est assurée, ou bien le responsable de cette communication logique, c'est la couche transport. Si on va voir les choses d'une façon horizontale. Mais sinon, d'une façon verticale, alors les données de l'application, quand elle veut les transmettre à l'autre application au niveau de l'autre équipement, alors comment ça se passe? Donc, elle va remettre les données à envoyer à la couche transport. C'est une sorte d'intermédiaire entre les applications et le processus de transmission sur le réseau. Donc, c'est la couche transport qui va préparer les données pour les transmettre sur le réseau ou à travers les couches inférieures, bien sûr. Voilà, ça c'est pour la transposition des données. Alors, un autre intérêt ou bien une autre fonctionnalité de la couche transport, alors puisque en même temps il y a plusieurs applications qui sont en train d'utiliser, alors quand vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur et vous êtes en train d'utiliser le réseau, alors, principalement vous communiquez avec des équipements distants dans le réseau, vous naviguez, vous faites du chat, vous faites de la visioconférence peut-être, bon, différents types d'applications. Alors, toutes ces applications donc, vont fonctionner. Chaque application a ses propres nécessités. Alors, la couche transport, il va fonctionner de sorte à satisfaire chaque application suivant ses propres besoins. Alors, il y a des applications qui nécessitent une certaine connexion. Il faut que les deux applications soient connectées avant de commencer l'échange de données. D'autres applications, non. Ils peuvent carrément envoyer les données sans se soucier est-ce que la destination est connectée ou non. Donc, et il y a plusieurs applications. Donc, ces données vont traverser le réseau en même temps. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, la couche transport va faire donc le suivi des conversations individuelles de chaque application. Bien sûr, pour ceci, il va segmenter les données au niveau pendant l'émission. Il va la réassembler quand ils sont reçus au niveau du récepteur. Bien sûr, au niveau de l'émetteur, c'est une segmentation. Et quand les données vont arriver au récepteur, c'est la couche transport, c'est elle qui va s'assurer, plutôt se charger de réassembler les données à la réception. Alors bien sûr, pour faire tout ceci, alors la couche transport doit ajouter des informations d'entête pour pouvoir manipuler toutes ces opérations sur les données, bien sûr. Puisqu'il va segmenter les données, donc il doit identifier chaque portion de données, doit l'identifier, les séparer bien sûr, et pour gérer plutôt les différentes conversations. Et pour ceci, il utilise la segmentation et le multiplexage plutôt. Donc il va segmenter, alors vous pouvez remarquer ici sur cette illustration, il y a différents segments de différentes applications. Donc différents segments de différentes applications qui vont traverser le réseau en même temps. Alors tout ceci, c'est la couche transport qui va se charger de ceci. Alors, au niveau du
au niveau protocolaire plutôt, alors la couche transport il dispose de deux protocoles, de deux principaux protocoles qui sont utilisés au niveau de la couche transport. Alors ce sont des protocoles qui assurent des fonctionnalités qui ne sont pas assurées par le protocole IP, par exemple la couche 3 au niveau de la couche Internet. Alors au niveau de la couche Internet, son rôle principalement c'est d'acheminer le paquet, on parle de paquet. Alors il va assurer l'acheminement du paquet d'un équipement à un autre. Il ne va pas se soucier de quelle application s'agit-il, est-ce qu'il y a une connexion, est-ce qu'il n'y a pas de connexion. Tout ceci, le protocole IP ne fait pas ce travail. Alors c'est pourquoi la couche transport va se charger de ce travail. Et pour le faire, alors, il dispose de deux protocoles, c'est le protocole TCP et le protocole UDP. Donc la couche transport, le protocole spécifie comment le transfert des messages entre les équipements, comment il se produit. Il est responsable de gérer la fiabilité, les nécessités de fiabilité de la communication entre les équipements, bien sûr. Et bien sûr, comme je viens de le dire, la couche transport, pour ceci, il inclut deux protocoles principaux, c'est le protocole TCP et le protocole UDP. Alors, maintenant, on va voir le protocole TCP, Transmission Control Protocol. Alors, c'est un protocole qui assure la fiabilité et le contrôle de flux. Alors, si votre l'application qui vont être utilisées entre les deux équipements qui vont communiquer, s'ils nécessitent une certaine fiabilité et un contrôle de flux, alors fiabilité, c'est s'assurer comme quoi les données vont arriver à destination, ils vont arriver sans erreur, c'est ça la fiabilité. Le contrôle de flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émetteur et le récepteur, ils vont travailler avec le même rythme. Il ne faut pas que l'un fonctionne à un rythme beaucoup plus élevé que l'autre. Alors donc ils vont négocier ceci pour, on va le voir par la suite, pour contrôler le flux. Alors les principales ou bien les opérations basiques de TCP. Alors TCP, il va énumérer et suivre les segments de données transmises à un node spécifique, bien sûr à partir d'une application quelconque. Voilà. Il va acquitter les données reçues. Alors chaque donnée reçue, il y a un acquittement qui est émis du récepteur vers l'émetteur pour que l'émetteur soit sûr comme quoi la donnée est arrivée à destination, comme quoi le récepteur il a bien reçu la donnée. Donc une fois l'émetteur va envoyer une portion de données, un segment bien sûr, le récepteur, une fois qu'il va recevoir le segment, il va l'acquitter, il va envoyer un accusé de réception comme quoi le segment est bien reçu. Et si jamais il y a des paquets qui ne sont pas reçus, alors l'émetteur, quand il va émettre les données, il va attendre un certain moment. S'il ne reçoit pas d'acquittement, il va retransmettre la donnée à nouveau. Voilà. Et bien sûr, au niveau du récepteur, il va arranger plutôt les segments, puisque les segments, quand ils vont être envoyés de chez l'émetteur, donc il y a plusieurs segments qui sont envoyés dans le réseau. Et chaque segment, il a une certaine identité. Le récepteur, c'est sûr que il se peut qu'il va recevoir les segments dans un ordre aléatoire. Il ne va pas forcément recevoir le premier segment, suivi du deuxième, du troisième, ainsi de suite. Il se peut qu'il va recevoir le troisième, puis le premier, puis le huitième, puis le neuvième, puis le troisième, puis le quatrième, ainsi de suite. Alors, quand il va récupérer l'ensemble des segments, il va les mettre en ordre. Et ceci grâce à un numéro de segment que va assigner l'émetteur à chaque bout de segment qu'il va envoyer sur les données. Voilà, bien sûr, le protocole TCP/IP, il envoie les données avec un débit qui est convenable et pour l'émetteur et pour le récepteur, pour qu'il n'y ait pas une désynchronisation entre les deux équipements. Alors, pour le protocole UDP, le protocole UDP, il fournit des fonctions basiques pour délivrer les datagrammes, les segments, bien sûr, entre l'émetteur et le récepteur, ou bien principalement entre les applications émettrices et réceptrices. Avec le minimum de surcharge, l'overhead. La surcharge, c'est les quantités de données ajoutées supplémentaires à la donnée qu'on va ajouter à la donnée pour l'envoyer sur les réseaux. Donc l'overhead ou bien la surcharge, elle est faible.
Et bien sûr, même la vérification de dans le checksum pour vérifier la donnée, est-ce qu'il y avait des erreurs ou non, il le fait avec le minimum, le strict minimum nécessaire. Et on dit que le protocole UDP, c'est un protocole sans connexion. Ça veut dire quoi? Un protocole connectionless sans connexion. Ça veut dire que quand l'émetteur veut émettre l'application, quand il va émettre les données, il ne va pas chercher à ce que l'application, au niveau du récepteur, au niveau de l'autre destinataire, il ne faut pas qu'il y ait une certaine connexion. Donc il envoie les données, que ce soit l'application destination, est-ce que l'autre est connecté ou non. Le protocole IDP, il est connu comme quoi? C'est un protocole à livraison au mieux, comme ça, livraison au mieux. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va remettre plutôt la donnée sur le réseau. Et il ne va pas se soucier, est-ce que la donnée va arriver à destination ou non? Est-ce qu'il y aura des erreurs? Est-ce que non? Donc, il va la remettre. Donc, ce problème pour s'assurer comme quoi la donnée est arrivée, il est laissé à l'application. C'est elle qui gère ceci. C'est l'application elle-même, c'est le nouveau applicatif qui gère le contrôle des données, est-ce qu'ils sont arrivés à destination ou non. Voilà. Alors, ici, donc suivant le type d'application dont on dispose, au niveau applicatif, on va choisir le protocole de couche transport qui convient. Alors, si jamais l'application il nécessite à ce que les données soient livrées à la destination et on doit s'assurer. Donc c'est une connexion, c'est une transmission fiable. Alors dans ce cas, on doit choisir le protocole TCP. Donc ce qui est nécessaire, ce que demandent les applications au niveau de la couche applicative, c'est que s'ils demandent une fiabilité ou bien un acquittement de données, les données qui ne sont pas reçues, ils vont être retransmises et bien sûr mettre les données dans un ordre bien déterminé. Alors si jamais ce sont les exigences des applications, alors dans ce cas on va utiliser le protocole TCP. Mais sinon, si, bien sûr, tout ceci a un prix. C'est quoi le prix? C'est que la donnée va arriver un petit peu en retard, donc la latence est augmentée. Et bien sûr, il y a un overhead, une surcharge au niveau des données ajoutées. On va le voir au niveau de l'entête du protocole TCP. Mais sinon, si l'application exige à ce que la communication soit rapide, avec un minimum de surcharge, et il ne nécessite pas un acquittement de données, il ne nécessite pas à ce que les données perdues soient retransmises. Donc, dans ce cas-là, on va opter pour le protocole UDP, bien sûr. Et ici, vous avez des exemples. Alors, pour le cas du protocole UDP, on va par exemple la voie IP, la téléphonie IP ou bien le service de nom du domaine, le DNS. Alors, ces deux services, il utilise le protocole UDP. Sinon, pour le transfert de messages, un email quand il est transmis, ou bien quand on est en train de naviguer sur le web. Alors, pour ces deux types d'applications, on utilise le protocole TCP. On va voir par la suite les différents types de protocoles plus applicatifs qui utilisent soit TCP, soit UDP. Alors maintenant, on va voir un aperçu sur le protocole TCP. Ok. Alors, le protocole, les caractéristiques du protocole TCP. Alors, le protocole TCP, c'est un protocole qui établit des sessions. Ça veut dire quoi? Il établit session. Alors, déjà, on dit que le protocole TCP est un protocole orienté connexion. Alors, ça veut dire que ce protocole, il va ouvrir une session entre les deux applications. Il va assurer l'ouverture de session entre les deux applications. C'est qu'on va négocier une certaine négociation et un établissement d'une connexion permanente. C'est ça la session. Ouvrir une session, c'est se connecter, négocier la session, établir la session, et on va commencer l'échange de données entre la source et la destination, bien sûr. Avant de commencer le trafic et d'échanger les données, on doit s'assurer qu'on est connecté. Alors, le protocole TCP, c'est un protocole qui assure la livraison fiable.
Donc, la livraison fiable, ce qui veut dire que les données, on est sûr comme quoi les données vont arriver à destination. Okay? Alors, le protocole TCP, il assure une livraison dans le même ordre. Hein. Les données, quand ils sont envoyés dans un ordre, à la réception, ils vont être reçus dans le même ordre pour ne pas ajouter une phase supplémentaire de la mise en ordre des données reçues. OK. Alors, il supporte le contrôle de flux. Le contrôle de flux, c'est une caractéristique de TCP qui est utilisée pour pouvoir régler ou bien réguler un petit peu l'échange de données entre deux équipements qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Peut-être deux équipements qui sont en train de communiquer à travers le réseau. Alors là, un premier équipement, par exemple, je vais dire l'émetteur, il a par exemple des ressources qui lui permettent de transmettre avec un débit élevé. Par contre, le récepteur, il a des performances un petit peu faibles qui ne lui permettent pas de travailler avec le même débit que l'émetteur. Alors dans ce cas, il y aura une certaine négociation de débit pour que les données ne soient pas perdues, surtout au niveau du récepteur. Si jamais il y a un débit important au niveau de l'émetteur, le récepteur ne peut pas suivre l'émetteur, il y aura une perte de données au niveau du récepteur lui-même. Donc il y a une certaine négociation de débit ou bien de flux pour que les deux puissent fonctionner en même temps. Ou bien début, on parle généralement de flux de données entre l'émetteur et le récepteur. Alors maintenant, on va voir l'entête du protocole TCP. Donc vous pouvez voir comme quoi donc l'entête du protocole TCP, c'est un protocole sur 20 octets qui supporte des champs, et chaque champ il contient une donnée bien spécifique. Ici on a le port source, le port destination, le numéro de séquence, le nombre d'acquittements. Alors tout ceci, ce sont des données qui sont utilisées pour que TCP puisse assurer sa fonction. Voilà, donc on peut passer toutes ces données par la suite en détail. Donc le port source, alors si c'est une information très importante, alors le port source c'est un numéro attribué à une application au niveau de la couche applicative. Okay. Donc c'est un champ sur 16 bits qui désigne c'est une identité de l'application source. Okay. L'application qui va envoyer la donnée, qui a des données à envoyer. Donc chaque application dispose d'un numéro de port. Okay. Et de même, cette application va communiquer avec une autre application destination. Donc, on doit mettre un numéro de port destination. Qu'est-ce que cela désigne? Donc, ça va de soi. C'est l'application vers laquelle les données sont destinées. Okay. Donc, c'est le nombre de ports de l'application destination. Okay. Le numéro de séquence, c'est un numéro de séquence pour réassembler les données à la réception. Okay. Numéro d'acquittement, c'est un bit sur 32 bits. Alors, il est utilisé pour indiquer l'ordre dans lequel les données sont envoyées. Bien sûr, pour séquencer les données, puisque ici, on va envoyer des segments. On ne va pas envoyer toute la totalité, le lot de données. On va le segmenter en des segments. Et chaque segment, on va lui donner un numéro de séquence. Et on va acquitter, au niveau de le champ acquittement, on va acquitter plutôt segment par segment. Et à chaque fois quand on va recevoir un segment, on va l'acquitter et demander le segment suivant. Ici, le header length, c'est le champ qui contient la longueur de l'entête. Ici, un champ réservé pour de futures utilisations. Alors, les bits de contrôle. Les bits de contrôle sont des bits pour contrôler l'état. Les bits de contrôle, c'est une sorte de drapeau. Ce sont des bits qui désignent un événement qui va se produire. Par exemple, sont des drapeaux qui indiquent des fonctionnalités bien spécifiques. On va les voir par la suite un peu en détail. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors, Windows Size, alors c'est un champ sur 16 bits utilisé pour indiquer le nombre d'octets qui peuvent être acceptés en même temps. Okay. Ce champ il est utilisé pour contrôler le flux
entre l'émetteur et le récepteur. Alors ici, le checksum, vous le connaissez, c'est pour assurer le contrôle d'erreur. Alors, le champ urgent, c'est un champ qui est utilisé pour dire qu'il y a des données urgentes, données urgentes qui sont contenues dans ce segment. Voilà, alors maintenant, on va présenter quelques applications qui utilisent le protocole TCP. Alors, des applications qui nécessitent une certaine fiabilité au niveau de la communication plutôt. Il nécessite un contrôle de flux et nécessite que les données arrivent dans un ordre bien défini. Alors il y a le protocole HTTP pour la navigation Internet, le protocole FTP, le transfert de fichiers, le protocole SMTP pour l'envoi d'email, le protocole SSH, c'est pour assurer la sécurité et la confidentialité des données envoyées au niveau du réseau. Voilà. Maintenant, on va voir un aperçu sur le protocole UDP. Alors, UDP, par contre, par rapport à TCP, les caractéristiques du protocole UDP, il inclut les éléments suivants. Alors, les données sont reconstruites dans l'ordre dans lequel ils ont été reçus. Donc, le premier segment, le troisième, le huitième, le neuvième, le cinquième, ainsi de suite, donc l'ordre dans lequel ils sont reçus. Alors, tout segment qui est perdu dans le réseau, il n'est pas retransmis. Si jamais l'émetteur va émettre un segment, le récepteur, s'il ne le reçoit pas, alors l'émetteur ne veut pas le savoir, il ne va pas le retransmettre. Okay, il n'y a pas un établissement de session entre l'émetteur et le récepteur. Okay, donc l'émetteur, quand il veut envoyer des données, il commence à les envoyer. Que ce soit le destinataire, est-ce qu'il est connecté ou non, donc il n'y a pas de souci. L'émetteur, il n'est pas informé de la disponibilité de ressources. Ce dont il a besoin comme ressource, il n'est pas disponible. Bon, mais il n'est pas disponible, mais il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas savoir est-ce que les ressources dont il a besoin, est-ce qu'ils sont disponibles ou non. Au niveau de l'entête UDP, vous pouvez remarquer comme quoi c'est une entête petite par rapport. C'est pourquoi on dit que le protocole UDP, il n'a pas un overhead important. Bon, il n'y a que 8 octets par rapport au protocole UDP, plutôt TCP que nous venons de voir. Au niveau de l'entête, il y a 20 octets. Par contre, au niveau du protocole UDP, il n'y a que 8 octets d'entête. Alors, si 8 octets, on peut voir, il y a le port source, on a parlé du port source, le port destination, c'est le numéro de port de l'application source et le numéro de port de l'application destination. 2 champs sur 16 bits chacun. Ici, donc on peut le voir ici, le champ length, il donne la longueur du datagramme UDP, en octets bien sûr. Le checksum, alors c'est pour contrôler l'erreur sur l'entête du datagramme et sur les données en même temps, bien sûr. Donc l'entête UDP, c'est une petite entête qui contient l'essentiel de données pour acheminer la donnée. Ok, donc port source, port destination, la longueur et le checksum. Et par la suite, il y a l'application, les données de l'applicatif. Voilà. Alors, les applications qui utilisent le protocole UDP, sont des applications qui ne nécessitent pas une connexion, donc qui nécessitent plutôt la rapidité. Alors, on trouve le protocole DHCP qui est un protocole d'attribution d'adresse IP dynamique, le protocole DNS pour le système de nom de domaine, le protocole SNMP, le protocole TFTP, la voix IP, la vidéoconférence. Alors, ce sont des protocoles applicatifs qui utilisent le protocole UDP. Alors, maintenant, on va parler des nombres de ports. Bon, nombre de ports, nombre applicatif, nombre des numéros attribués aux applications. Alors, soit TCP, soit UDP, les deux, ils utilisent le nombre de ports. Alors, pour
Pourquoi? Pour gérer et pour manipuler en même temps, simultanément, plusieurs conversations et de multiples applications. Ok? Donc le numéro de port source est un numéro associé à l'application originaire, à celle qui va envoyer la donnée du poste local. Par contre, le port destination, c'est le port de l'application chez le récepteur distant qui va recevoir la requête pour répondre. Ok. Alors ici, donc vous pouvez remarquer comme quoi ici il y a sur le même équipement, source et le même équipement destination, il y a deux applications qui sont lancées sur le même destinateur, sur le même serveur. Alors, une application FTP et une application web. Alors l'application FTP, ici vous pouvez remarquer comme quoi donc on représente toute la trame, mais en clair un petit peu, on a zoomé. Il y a l'adresse MAC source, MAC destination, IP source, IP destination, tout ceci on a déjà parlé de ça. Donc puisque c'est le destinataire, plutôt c'est l'émetteur, donc il va dire que le port source, voilà, c'est un port 1305, il est à destination, le port destination 21. Donc l'application au niveau du serveur, l'application qui va recevoir ce datagramme, hein, toute cette trame, l'application, c'est l'application 21. En fait, c'est l'IFTP. Et en même temps, il y a une autre application, hein, de ce côté, une autre application, hein, c'est la destination web. Hein, on va chercher le serveur web le service web sur le même serveur. Donc ça va être ici, ça va être la même chose. Hein. Adresse MAC source, MAC destination, vous pouvez remarquer que c'est la même chose. IP source, IP destination, c'est la même chose. Mais ici, c'est une autre application qui est en train d'être utilisée. Avant, port source, c'est l'application source, hein, qui a lancé la requête. Et le port destination, c'est l'application 80. En fait, c'est le serveur web. On cherche le service web au niveau du destinataire. Donc, deux applications qui sont en train de tourner. Alors, tous ces champs sont communs, MAC source, MAC destination, IP source, IP destination, mais les applications sont deux applications différentes. Et pour identifier les applications, on utilise les numéros de port. Alors pour la gestion du numéro de port, alors c'est une affaire de l'IANA, c'est elle qui gère le numéro de port. Alors, pour les numéros de port entre 0 et 1023, ce sont des numéros les plus connus, donc ils sont déjà attribués, alors ces ports ils sont déjà réservés. Ils sont pour des services populaires et des applications qu'on connaît, telles que les navigateurs web, les clients email. Voilà. Et pour les numéros de port entre 1024, hein, c'est la suite, entre 1024 et 49 151, ce sont des numéros de port qu'on peut allouer. Alors, ce sont des numéros de port gérés par l'IANA et qu'on peut allouer, qu'on peut plutôt louer, qu'on peut acheter. Hein. Si jamais je veux utiliser une application propriétaire pour moi, un organisme qui a une application qu'il veut utiliser sur le réseau, alors il veut lui attribuer un numéro de port, il peut carrément acheter la licence d'utilisation de ce port de chez l'IANA. Donc, alors, ils ont mis ici un exemple de port qui est destiné au serveur Radius. Hein. C'est un serveur d'authentification propre à la firme Cisco. Alors, sinon, il y a des numéros de port dynamiques, hein, privés ou dynamiques. Vous pouvez l'utiliser donc, si jamais vous êtes en train de programmer une application qui va communiquer sur le réseau et vous voulez lui attribuer un numéro de port. Alors, vous avez toute cette gamme, vous pouvez l'utiliser. Mais parfois, il y a des applications qui veulent utiliser des numéros de port dynamiques. Donc, au lieu de surcharger un port, il peut utiliser un port pour l'émission. Et il va recevoir sur le même port, bien sûr. Hein, parce qu'au niveau de la réception, le récepteur, il va mettre le numéro de port destination, celui qui a reçu comme étant source. Voilà ici des exemples des ports les plus reconnus. Alors le port 20, c'est pour le protocole FTP pour les données. Le port 21, c'est le protocole FTP pour envoyer les messages de contrôle. Et bien sûr, à travers le protocole TCP, le port 22, c'est le SSH, le 23, c'est le Telnet.
pour l'ouverture de session à distance. Pour le protocole de messagerie SMTP, c'est le port 25, ainsi de suite, ainsi de suite. 80, c'est pour le HTTP, bien sûr. Voilà, ainsi de suite, avec des exemples de protocoles. Et le protocole de couche transport qui utilise. Alors, la commande netstat. Alors, la commande netstat, il nous permet un petit peu de savoir, de nous donner les différentes applications qui sont en train de tourner, les différentes connexions qui sont en train de tourner dans la machine, et le protocole utilise donc l'application. Voilà, il utilise le protocole TCP, l'adresse locale ici, et vous avez le numéro de port de l'application. Ça, c'est l'adresse IP locale du poste local. Ici, c'est le numéro de port de l'application. Ici, c'est l'application distante. C'est l'application distante pour laquelle on a envoyé, bien avec laquelle on a établi la connexion. Ok. Et l'état de la connexion, c'est la connexion établie dans ce cas, que nous sommes en train de voir.